Bonjour à tous, bienvenue. Voici les titres de ce vendredi 27 février. La Faute-sur-Mer et l'Aiguillon-sur-Mer sont marqués à jamais. Mais 5 ans après le passage de la tempête Xynthia, comment se relèvent-elles? Où en sont leurs travaux de réaménagement? Reportage sur place dans ce journal. Une retraite, ça se prépare, mais vers qui faut-il se tourner? Quelle direction faut-il prendre? Aujourd'hui, un salon permet à ces seniors actifs de trouver les réponses à leurs questions. Rencontre avec un touche-à-tout artistique. Henri-Pierre Troussicot est connu pour ses peintures, mais il pratique également la gravure. L'artiste artisan nous ouvre donc les portes de son atelier à la fin de ce journal. Il y a 5 ans, la Faute-sur-Mer et l'Aiguillon-sur-Mer allaient vivre l'une des plus importantes catastrophes de leur histoire, si ce n'est la plus importante. Ce 27 février 2010, dans la nuit, 29 personnes allaient périr sous les eaux et des centaines de maisons allaient être inondées. Depuis, les 2 communes tentent de se relever. 5 ans plus tard, où en sont-elles? Reportage de Carlo Laboureux. 600 maisons déconstruites et 5 ans après Xynthia, près du tiers de la population ont perdu. La commune de la Faute-sur-Mer pense toujours ses plaies, mais elle tente néanmoins de se reconstruire malgré les contraintes notamment liées à l'urbanisme. Principale difficulté ici, près de 85% du territoire est aujourd'hui inconstructible, mais des réflexions sont engagées sur de nouveaux modes d'habitat. C'est effectivement des techniques sur pilotis, c'est effectivement voir si, et avec des architectes et avec les constructeurs, on ne peut pas envisager une technicité nouvelle permettant d'être un peu plus en hauteur, permettant de densifier l'habitation en hauteur plutôt qu'à ras du sol. Enfin, voilà, il y a des tas de techniques à travers le monde qui permettent ça. Et dans l'immédiat, la station balnéaire veut redorer son image. Dans les zones sinistrées, les projets de création d'un golf, d'un centre équestre ou encore de jardins collectifs se poursuivent et pourraient aboutir rapidement. Certains projets vont commencer à être lancés dès cette année. Je pense que le renouveau, il est pour l'année prochaine, enfin il est pour maintenant. Ça y est, nous sommes déjà dans le renouveau. Ça va prendre du temps à construire, mais les premiers effets vont se faire sentir dans quelques mois. Situation plus avancée, peut-être moins compliquée aussi de l'autre côté du lait, à l'Aiguillon-sur-Mer. Également des maisons déconstruites, mais pas de diminution de la population. Des contraintes aussi de zones devenues inconstructibles, mais des solutions envisagées afin de poursuivre le développement. Le stade est en zone blanche et bleue, donc aujourd'hui on a la possibilité de construire sur ce stade. Il n'est pas question de supprimer le foot à l'Aiguillon, mais de mettre le stade dans un autre endroit, en zone rouge où là on a le droit de faire un stade, et ça nous permettrait de récupérer encore là une 50aine de maisons. C'est important, et il nous faut reconquérir du terrain, reconquérir des nouvelles familles, et actuellement on est en pleine évolution dans ce sens-là, mais dans le bon sens. Des chantiers ont commencé à l'Aiguillon-sur-Mer, et là aussi de grands projets devraient voir le jour, des aménagements portuaires ainsi que Littoralis, un centre d'information et de sensibilisation aux risques naturels. Les travaux de construction devraient débuter cette année pour une ouverture fin 2016. En cette journée de commémoration, les Pointus, quant à eux, poursuivent leur bataille. Ce 27 février, une vingtaine d'entre eux s'est rassemblée devant la mairie de l'Aiguillon-sur-Mer. Les Pointus, ce sont ces familles installées sur la pointe de l'Aiguillon et qui risquent à tout moment de voir disparaître leur maison. Aujourd'hui, ils contestent le jugement du tribunal administratif et ont d'ailleurs fait appel. En décembre dernier, le tribunal a en effet autorisé la démolition de ces maisons compte tenu des risques d'inondation. Le combat est donc long depuis 5 ans, mais les Pointus restent mobilisés. On écoute l'un d'entre eux. C'est clair que depuis 5 ans, et notamment après l'arrêté de l'expropriation donc en 2013, où ça s'est accéléré, c'est de l'énergie, c'est du temps passé, c'est des questions, des incertitudes. Voilà, c'est tout ça qui fait qu'on dort un peu moins bien, on se pose des questions, voilà, on est un peu plus en colère contre le système, l'administration. Donc effectivement, c'est très, très, très usant, mais voilà, il y a l'association, on a beaucoup de membres actifs et motivés, donc voilà, l'espoir est toujours là et on ira jusqu'au bout.
Malgré les chiffres, la Vendée reste l'un des départements les plus sûrs. La préfecture vient de rendre son bilan 2014. Alors quelques chiffres en détail. Côté sécurité routière, vous le savez, l'année 2014 a été dramatique. 54 personnes ont perdu la vie sur les routes. C'est 19 de plus qu'en 2013. Les vols, quant à eux, ont diminué, notamment les cambriolages. La délinquance, en revanche, est en augmentation, notamment en ce qui concerne les violences physiques. Plus de 2790 cas ont été enregistrés l'an passé, soit plus de 300 violences de plus qu'en 2013. Le préfet de la Vendée nous explique ce phénomène. Des altercations, des différends qui en seraient restés à l'échange de mots il y a quelques années donnent lieu aujourd'hui, souvent, pas toujours, mais souvent, à des échanges de coups, d'injures et parfois d'agressions très graves. On peut ne pas être d'accord sur toute une série de plans, mais de là à en venir une agression, c'est vraiment une préoccupation sur l'état de tension de la société, de nos concitoyens, qui fait que le moindre dysfonctionnement peut entraîner des comportements très graves qui peuvent d'ailleurs endommager la vie d'un certain nombre de personnes, comme on l'a vu encore récemment en Vendée. Un agriculteur se suicide tous les 2 jours en France. En 2014, plus de 1300 exploitations ont subi un redressement ou une liquidation judiciaire. Avec ces chiffres, on comprend combien ce secteur est touché par la crise. Depuis 30 ans, l'association Solidarité Paysans apporte donc un soutien psychologique et accompagne les agriculteurs en difficulté. Il y a quelques années, Christophe Tessier a frappé à la porte de l'association. Aujourd'hui, il a repris une activité. Il nous raconte son parcours. Reportage de Samuel Grasset. Agriculteur, c'était le métier de ses grands-parents. C'est devenu le sien il y a 20 ans. J'ai toujours été passionné par ce métier depuis que j'ai pu marcher, quoi. Sa passion, Christophe Tessier l'a toujours et pourtant il a traversé avec sa femme de graves difficultés financières. En 2004, après 10 ans de maraîchage, il se lance dans l'élevage de charolaises. Une réinstallation trop rapide, des investissements importants, une exploitation qui peine à démarrer, des revenus qui tardent à venir. Christophe tente de faire face avec sa femme pour survenir aux besoins de leurs 3 enfants. C'est donc les factures qui s'entassent, on en est conscient. On essaye de reporter un petit peu le souci, on se dit bon, demain ça va aller mieux. Et puis il y a toujours ce stress permanent de recevoir des lettres de rappel. Face au mur de l'administration, après 5 ans de difficultés, Christophe Tessier prend conscience qu'il ne peut plus continuer. Il prend contact avec une personne aidée par Solidarité Paysans. Le premier pas, très difficile le premier pas. Et un jour je me suis dit bon, faut que je prenne mon courage à deux mains, il faut que je contacte cette personne et puis avoir plus d'infos. Aujourd'hui, Christophe Tessier fait partie d'un GAEC réunissant 5 associés et 1 salarié. Un projet qu'il a mûri avec Benoît Grondin, bénévole à Solidarité Paysans. L'association a été créée à la fin des années 80 pour venir en aide aux agriculteurs en difficulté. Le fait qu'on accompagne, ils n'ont pas la pression du milieu autour de la même façon. Je crois que c'est surtout ça. Ils sont déjà un peu plus considérés. C'est pas comme s'ils étaient tout seuls dans leur marasme. L'an dernier, Solidarité Paysans a accompagné 114 familles. L'association offre de l'aide juridique, administrative, donne des conseils économiques, mais apporte surtout un soutien psychologique. Ils cherchent avant tout un lieu où ils peuvent parler, exprimer sur leurs difficultés. Ils se rendent compte aussi que du coup, ils ne sont pas les seuls à vivre ça. Donc, d'où l'organisation au niveau de l'association de Café à la ferme, donc, où c'est des lieux d'échange et de parole. Mais je pense que c'est surtout l'écoute qui est le plus demandée avant tout. L'an dernier, le nombre d'appels a augmenté de 36%, signe des difficultés actuelles du monde agricole. Pourtant, une des salariées de l'association ne sera pas remplacée, faute de moyens suffisants. On retourne au Salon de l'Agriculture à Paris pour découvrir le nombre de médailles obtenues par nos éleveurs. Alors les autres concours sont terminés, mais dans la catégorie animaux, la Vendée continue de se démarquer. 4 nouvelles médailles viennent s'ajouter aujourd'hui. Et autant dire que le parc du Puy du Fou, qui présentait ces animaux, n'a pas fait le déplacement pour rien. Le parc vendéen vient de rafler 3 médailles, dont 2 en or pour sa jeune truie prénommée Juliette. Comme nombre de médaillés, nous l'avions également rencontrée au moment de son départ pour Paris. Vous le voyez sur ces images tournées il y a une semaine.
Passons maintenant à notre page consacrée aux élections départementales. Ce soir, direction Saint-Jean-de-Mont, un canton qui englobe désormais les anciens cantons de Noirmoutier et de Beauvoir-sur-Mer. 5 binômes se présentent devant les électeurs le 22 mars prochain. Et vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site internet les 3 premiers binômes dont nous vous avons déjà parlé dans ce journal. Et ce soir, nous allons donc entendre les 2 autres, à commencer par Mélinda Quentin. Elle se présente avec Jackie Camus. Tous 2 portent l'étiquette du Front National de Marine Le Pen. On écoute donc Mélinda Quentin. Elle évoque pour nous les priorités qui seront défendues dans cette campagne. En tant que conseillers départementaux, nous nous engageons pour le maintien des départements et la proximité face aux hyper-régions, une baisse des impôts locaux à terme, une baisse aussi du train de vie de nos élus, pour la dignité et le pouvoir d'achat des personnes âgées ainsi que l'aide aux familles en cas de dépendance, une meilleure considération des personnes handicapées et de leurs proches, pour la laïcité, et contre la lutte contre tout communautarisme. Dernier point, nous nous engageons sur l'aide au développement des entreprises locales. Et toujours dans le canton de Saint-Jean-de-Mont, nous allons entendre maintenant Daniel Sciandra. Il se présente avec Céline de Favéry, qui a été suppléante lors des dernières législatives. Tous les 2 porteront les couleurs du Front de gauche. On écoute leurs priorités. Ils se veulent vigilants quant aux grands chantiers en cours, explique-t-il. Notamment le traitement du granulat en haute mer et le développement des éoliennes. Nous avons une autre priorité, puisque dans ce canton, il existe un très grand écosystème qui est le marais breton, qui est très fragilisé par la pollution des eaux et qui est en même temps un atout environnemental économique important. Et la 3e des priorités sera le traitement des déchets ménagers, qui actuellement est livré au public sans aucune garantie d'un traitement écologique et également sans associer les citoyens quant à cette gestion des déchets ménagers. Voilà pour Saint-Jean-de-Mont, et pour retrouver les 5 binômes de candidats, rendez-vous sur notre site internet au www.tvvendée.fr. Une retraite, ça se prépare, et autant dire que ce sujet concerne bon nombre de Vendéens, puisque d'ici à 2040, 36% du département aura plus de 60 ans. Un salon leur est donc désormais dédié. Sur place, cette tranche d'âge encore bien dynamique peut trouver une réponse à chaque question. Nous les avons retrouvés dans les allées. Parmi la cinquantaine d'exposants présents au salon pour les retraités, les mutuelles, assurances ou complémentaires santé sont bien représentées. Des secteurs où il faut prendre les devants selon cette jeune retraitée. Parce qu'après, il va falloir prendre une complémentaire par rapport à la retraite, puisqu'on n'est plus assuré après par le groupe de la société. Sur ce stand spécialisé en complémentaire santé, on propose par exemple des contrats 15 à 20% moins chers que la mutuelle principale. La part de la mutuelle augmente énormément dans leur pouvoir d'achat. Et donc notre métier, notre solution, c'est d'essayer d'optimiser au maximum, d'étudier leurs besoins pour leur proposer vraiment quelque chose de très ciblé. Autre secteur qui intéresse beaucoup les retraités, c'est leur logement. Ici, on propose des appartements adaptés en résidence avec toutes les commodités. De l'accueil, des animations tous les jours, variées, adaptées aux possibilités de chacun, donc que ce soit plutôt physique, culturel, des sorties sur l'extérieur, un espace piscine pour de l'aquagym, voilà, vraiment pour faciliter le quotidien de chaque résident. Et pour faciliter le quotidien des seniors, les idées ne manquent pas. Ce cuiseur nouvelle génération, par exemple, leur est destiné. Mado et son mari ont craqué dès qu'ils l'ont vu. J'ai des problèmes de dos importants, donc il faut toujours se pencher. Et il y a des fois où j'ai beaucoup de peine. Donc là, vous l'avez à la portée de votre main, vous n'aurez pas beaucoup de vaisselle. C'est l'utile et l'agréable en même temps. Et pour les seniors qui ne souhaitent pas quitter le monde du travail de manière trop radicale, il existe une solution, le portage salarial. Il s'adresse en fait à tous les indépendants, quels qu'ils soient, qui veulent faire des missions, principalement dans la prestation de services, donc dans du conseil, dans de la formation, donc qui veulent garder cette notion d'indépendance, mais qui veulent externaliser leur partie administrative, comptable, judiciaire, pour vraiment se mettre sur la mission, sur le terrain, et être au plus près du client sans se soucier des aspects administratifs. Pour rappel, aujourd'hui en France, les plus de 50 ans représentent un tiers de la population. Et ces 21 millions de seniors, c'est 48% de la consommation sur le territoire.
Et puis, retraité ou non, si vous avez un projet de construction, de rénovation ou d'habitation, sachez que le salon immobilier de Vendée se tient tout le week-end également au parc des Oudéries à La Roche-sur-Yon. Y aura-t-il un Vendéen au départ du Vendée Globe 2016 ? Alors, on pense évidemment aux Vendéens d'adoption, Arnaud Boissière ou encore Alessandro Di Benedetto, qui ont déjà parcouru plusieurs tours du monde. Mais pour cette nouvelle édition, un nouveau Vendéen se prépare également. Lionel Régnier vient de présenter son projet. Ce skipper a déjà participé à plusieurs routes du Rhum. À 55 ans, ce navigateur originaire de Talmont-Saint-Hilaire souhaite prendre un nouveau cap. Mais Lionel Régnier a besoin de sponsors, comme il l'explique au micro de Pierre Dalicieux. Il faut qu'un jour, il y ait quand même un sablé qui y aille, quoi. Donc si je dois être le premier, ça sera avec grand plaisir. Sur le papier, comme vous avez pu le voir, voilà, on est bien avancé, en tout cas au niveau de l'équipe, au niveau de tout. Nos petits partenaires, ceux qui sont là, vous avez entendu leur motivation. Je pense que ça va être nos meilleurs ambassadeurs. Et il nous faut un vrai partenaire, un gros. Et rappelons que le départ du Vendée Globe est prévu le 6 novembre 2016. Sur terre à présent, et ce week-end surtout, les équipes de foot de CFA ne joueront pas. Les pluies de ces derniers jours obligent Fontenay-le-Comte à reporter son match contre Trélissac. La situation est la même pour l'équipe des Herbiers qui devait se rendre à Mont-de-Marsan dans les Landes. Comme souvent dans ce journal, nous allons terminer avec la rencontre d'un artisan passionné. Alors son nom va peut-être vous dire quelque chose puisque Henri-Pierre Troussicot est connu pour son travail de peintre. Mais ce Vendéen explore également la gravure. Ses œuvres seront d'ailleurs exposées à la fête de l'estampe en mai à Chantonnay. L'artisan artiste est donc en plein travail. Cyril Guillet l'a retrouvé dans son atelier. De nombreux artistes de renom se sont essayés à la gravure, de Dürer à Rembrandt en passant par Picasso. Tous ont un moment exprimé leur art à travers cette technique. Et depuis 1980, Henri-Pierre Troussicot s'est approprié ce moyen d'expression. Ce qui me plaît vraiment, c'est l'association de l'artistique et de l'artisanal. Je dessine, je grave ma plaque, etc. Et le côté artisanal qui est passionnant. Vous avez vu, hein, les mains dans l'encre, c'est quelque chose. Tout commence par une plaque de cuivre recouverte de vernis. À l'aide d'une pointe sèche, il dessine sur le métal, retirant ainsi le vernis aux endroits souhaités. Alors le dessin est terminé. Maintenant, je vais faire mordre à l'acide. Une fois la composition réalisée, le bain de chlorure de fer va venir creuser le métal sur les parties non protégées par le vernis. Une opération qui nécessite beaucoup d'expérience, notamment sur la durée du trempage. Voilà une plaque que j'ai fait mordre et que j'ai dévernie. Donc le dessin est ici en creux. Reste à ancrer cette plaque, puis l'essuyer. Là encore une opération délicate qui nécessite un certain coup de main. Il faut enlever l'encre qu'on a étendue sur toute la plaque, mais en prenant soin de ne pas vider les tailles qui sont faites dans la plaque. Sinon, il ne restera plus rien et on ne pourra pas imprimer. Une fois la plaque correctement essuyée, place à l'impression. L'épreuve fera un aller-retour sous cette presse, outil essentiel du graveur. Et c'est là et pas avant que l'artiste va découvrir son œuvre. Le résultat de la première épreuve est complètement aléatoire. On ne sait pas, à partir de la plaque, on ne sait pas ce que ça va donner. À partir du moment où on a la première épreuve, là, on va retravailler la plaque. Et on va améliorer le système parce qu'on va gratter, on va en rajouter, on va en enlever, on va refaire des tirages. Pour arriver au résultat souhaité, entre 5 et 10 épreuves sont nécessaires. Un véritable travail de patience à découvrir dans son ouvrage édité aux éditions Bonnefond et intitulé « Un graveur en Vendée ». Un recueil de 150 gravures qui retrace 35 ans de travail. On jette un œil sur le temps prévu pour ces 2 prochains jours et février et mars se croiseront sous la pluie. Samedi 28 février, les perturbations ne quitteront pas la journée. Dimanche 1er mars, les averses seront une nouvelle fois présentes mais disparaîtront au fil des heures. Et dans quelques minutes, Armelle Pavageau vous en dit plus. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour une nouvelle semaine d'actualité.